Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un moment inspirant qui peut-être va vous déranger dans votre envie de sieste, pause, déjeuner. C'est un petit peu notre défi. Je suis Arnaud de Saint-Simon. Je suis ravi de vous accueillir. Chômage, retraite, 35 heures, stress, burn-out, démotivation, manque de sens, pénibilité. Tout ça nous rapproche de la définition, l'origine latine tripalium, souffrance du travail. Ce n'est pas un sujet facile, le travail. En même temps, c'est un sujet très ambivalent, puisque les Français ont la réputation d'être particulièrement impliqués à leur travail. Ils travaillent beaucoup plus que ce qu'on dit. Et puis, vous le savez tous, les conférences sur réinventer le travail, sur la raison d'être, sur l'empowerment, etc. On en voit à peu près, ou on reçoit des mails à peu près tous les jours. Le sujet, c'est de trouver un travail qui a du sens, un travail finalement qui soit aligné avec mes valeurs. Ça, c'est le souhait de 70% des millennials et des jeunes. Et le sens, le plaisir, l'épanouissement, ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, est devenu presque aussi important, parfois plus important que ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, qui est la rémunération. Mais qu'est-ce que ça veut dire un travail qui a du sens ? Et ça, je crois que chacun des intervenants, que je vais bientôt appeler, a sa propre définition. Il y a le sens personnel, bien sûr, un travail qui m'accomplit, qui me fait grandir, qui me donne une identité, qui me permet de rencontrer les autres. Et puis de plus en plus, il y a quelque chose autour du bien commun, du sens du travail, de la raison d'être de mon entreprise, du projet dans lequel je suis, de son impact environnemental, sociétal. Cela dit, n'oublions pas que la question du sens au travail, et on en parlera aussi tout à l'heure, elle ne se pose pas de la même manière, suivant si on est CDI ou indépendant, suivant si on a un boulot ou si on n'en a pas, suivant si on est senior ou tout jeune. Donc, on verra là aussi qu'il y a beaucoup de manières de parler et d'appréhender la dimension du travail. Par exemple, il y a une question, c'est: est-ce que les grandes entreprises proposent suffisamment de sens ? Pourquoi est-ce qu'on ne les sent pas tellement en phase avec la société ? Moi, je vais demander à Sylvie Peretti, qui est DRH de Generali, d'y répondre, parce que Sylvie a une longue expérience en tant que DRH dans de nombreux grands groupes. Elle est très engagée. Generali soutient le Parlement des entrepreneurs. Et Sylvie, elle a de solides convictions sur les expériences à faire partager à ses équipes. Sylvie, si vous voulez nous rejoindre. Je crois qu'il y a il y a un endroit où vous devez vous asseoir. Thierry Munier, lui, il réfléchit au sens aussi. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est de concilier sens et efficacité. Il a une société de construction modulable, Altempo, mais par ailleurs, il a un projet, une réalité d'ailleurs, de travailler avec des personnes en insertion. Il va nous raconter pourquoi ça leur fait du bien et pourquoi c'est aussi quelque chose qui est vecteur de sens dans son entreprise et pour ses salariés. En plus, Thierry, non seulement il est chef d'entreprise, donc il n'a pas beaucoup de temps, mais en plus il n'arrête pas de publier partout, sur les échos, dans les échos et sur Internet, des tas de textes où il propose sa vision du bien commun. Bienvenue, Thierry. Alors, j'ai parlé des grandes entreprises, mais évidemment, aujourd'hui, on ne parle que du monde des startups et de l'ESS. Alors, les startups et l'ESS, c'est l'agilité, c'est le sens, c'est la croissance, bref, des aspirations contemporaines. Moi, j'ai envie de demander à Florence Aran, qui va nous rejoindre, à Hortense, pardon, qui va nous rejoindre, pardon. J'ai envie de lui demander si c'est vraiment la réalité, parce qu'elle a eu une première expérience dans les grandes entreprises, plutôt dans la communication, comme moi, et une deuxième aujourd'hui avec Fleurs d'ici, un collectif de fleuristes exclusifs qui ne vendent que des fleurs produites localement et en saison, et en plus avec une traçabilité
via la blockchain. Alors, c'est très simple. Fleur d'ici, ça coche toutes les cases. Hein. Souci écologique, entreprise à mission, respect des fournisseurs, etc. Mais moi, je vous demanderai, est-ce que small et meaningful, c'est vraiment beautiful? Je vous laisse le retrouver. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure dans mon intro, la relation à l'emploi, elle n'est pas toujours linéaire. Alors, elle est parfois même un peu précaire. Comment, dès lors, donner du sens au travail quand ce travail, il ne dure que quelques jours et quelques semaines? Frédéric Lemoine, qui est directeur de recrutement et de placement au sein du cabinet de leader, c'est une préoccupation pour lui. En plus, son entreprise, elle est labellisée ISO 26000, il nous expliquera qu'est-ce que ça veut dire, développement durable, avec la mention exemplaire. Donc je sais que c'est une préoccupation pour lui de concilier sens, et une forme pas de précarité, mais en tout cas d'irrégularité. Bienvenue, si vous voulez nous rejoindre, Frédéric. Et puis il y a des gens qui ne sont pas assez chanceux ou pas assez formés, tout simplement, pour trouver un travail. Pierre-Noël Giraud, économiste, qui est professeur dans de nombreuses universités, ça me prendrait 10 minutes de toutes vous les citer, qui a écrit beaucoup de livres autour des conséquences de la mondialisation. Il en fait un constat très sombre. Il a appelé ça le travail inutile. Pour lui, c'est la pire inégalité qui concerne aujourd'hui les travailleurs. C'est quelque chose qui a été d'ailleurs évoqué par Yuval Noah Harari dans Sapiens. Et donc, il nous explique dans son livre que ces hommes inutiles, ce sont les chômeurs longue durée, les personnes effectuant des petits boulots et ceux qui n'ont même pas accès à l'emploi, qui ne sont même pas dans les statistiques. Donc il va nous expliquer ça et puis il va nous dire comment, du côté des formations ou des politiques européennes, on peut les aider. Bienvenue, Pierre-Noël. Et enfin, mon avis, Pierre-Noël aura sans doute un avis, s'il ne l'a pas déjà vu, sur le documentaire Nouvelle Cordée de Marie-Monique Robin, qui, elle, raconte l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée dans la ville de Mauléon. Ce qui est très intéressant, très touchant dans cette expérience, c'est que non seulement c'est une expérience qui a permis à des gens qui étaient vraiment en rupture avec le monde du travail depuis des années de retrouver une utilité économique, mais en plus l'estime d'eux-mêmes et en plus recréer du lien avec toutes les parties prenantes de la ville. Et puis, on peut faire confiance à Marie-Monique, qui est une journaliste expérimentée, prompte à dénoncer ce qui ne marche pas. Je crois que cette expérience gagnant-gagnant pourrait essaimer, et elle va nous le raconter. Bienvenue, Marie-Monique. Et enfin, je donnerai très brièvement la parole à un pitcher, donc François Héguin, qui est en face de moi, de Massa Jobs, viendra juste nous dire en quelques minutes la nature d'un travail très, très original et très intéressant qu'il fait sur la confiance avec des jeunes qui, eux aussi, sont en difficulté avec le marché de l'emploi dans la ville de Marseille. Pour commencer, je voulais juste, très rapidement, les uns et les autres, vous poser une question avec vraiment une réponse très rapide. Après, on creusera, évidemment, c'est un sujet vaste. Qu'est-ce qui donne du sens au travail, Pierre-Noël ? Je parlais beaucoup tout à l'heure de ceux qui n'en ont pas, mais pour ceux qui en ont, à mon avis, le critère principal, c'est est-ce que ce travail vous permet de progresser, de vous améliorer ? Il y aura toujours des petits boulots, malgré la robotisation, il y aura toujours des petits boulots ennuyeux, mais si vous commencez par là et que vous pouvez ensuite vous améliorer, vous rentrez, faites la cuisine, enfin faites la plonge dans le restaurant, mais vous pouvez finir chef, c'est ça, à mon avis, le critère principal. S'il en faut un. Hortense, qu'est-ce qui donne du sens au travail ? Pour une entreprise à mission comme Fleur d'ici, ce qui donne du sens au travail, c'est à mon sens le fait de remplir une mission d'intérêt général, ou en tout cas d'y contribuer, pour reprendre le mot de Pierre Rabhi, du colibri. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on se vit chez Fleur d'ici, aussi bien en tant que structure, mais je pense que chacun des membres contributifs qui travaillent chez nous se vit comme ça, comme chacun essayant de faire progresser cette mission d'intérêt général qu'on s'est fixée, nous, qui est la sauvegarde de l'horticulture française. Et le sens au travail, c'est l'ikigai.
Et le sens au travail, c'est l'ikigai. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier de ce concept ici. L'ikigai, c'est le bonheur et le, comment dire, la fulfillment. Voilà, le sens de réalisation de soi au sens japonais du terme. Vous le verrez si vous regardez, vous allez trouver, c'est des schémas en forme de fleurs avec des sphères qui se recoupent au milieu. Avec au milieu l'ikigai. Non, on n'a pas le schéma, désolé. Mais voilà, il y a 4 facteurs à prendre en compte. Il y a dans quoi on est bon. Dans quoi on est meilleur que les autres, qu'est-ce qui a du sens pour la société et ce pourquoi on peut être payé. Parce qu'en fait, mine de rien, c'est quand même important de trouver sa place dans un marché. Voilà, je pense que c'est aussi d'avoir la reconnaissance. C'est pas pour l'argent en soi, mais c'est pour la reconnaissance que ça procure. Je m'arrête là. Sylvie, qu'est-ce qui donne du sens au travail ? Alors moi, je suis je suis convaincue que la compréhension de la contribution qu'on a dans le collectif est un fort facteur de sens au travail et de motivation. Et ça permet, je l'ai constaté, quel que soit le niveau de qualification, c'est-à-dire qu'on peut avoir un niveau de qualification relativement bas, mais si on a compris dans quel collectif avec quel collectif on interagit et qu'on reçoit la reconnaissance de cette contribution. Alors cette reconnaissance, elle peut être financière, mais elle peut être aussi, il y a des formes de reconnaissance autres comme le respect, comme il y a pas mal et dans l'entreprise et dans le collectif on les a. À ce moment-là, on a un élément pour moi essentiel et fondamental du sens du travail et de la motivation. Qui donne du sens au travail ? Écoutez, pour moi, il peut y avoir 3 raisons à travailler, en fait. La première, c'est de gagner sa vie. Voilà, ça peut être, même si des fois on n'en a pas envie, et puis bien évidemment, même s'il peut y avoir un côté frustrant des fois, pas la gagner assez, pour le coup. Ça peut être une première raison fondamentale à travailler. La deuxième, c'est on est des animaux sociaux, donc du coup on a besoin de l'autre, quelque part, pour exister, pour se faire une place dans la société. Le versant négatif, bien évidemment, c'est, vous connaissez l'adage, l'enfer c'est les autres, avec tout le cortège de conflits interpersonnels que ça peut créer. Puis la troisième raison fondamentale pour moi, c'est de faire des choses intéressantes, même quand on adore son travail, des fois on fait aussi des choses ingrates. Merci. Marie-Monique, qu'est-ce qui donne du sens au travail ? Même question. Je trouve que c'est une question vraiment totalement d'actualité. Quand on voit la souffrance au travail qu'il y a aujourd'hui, un certain nombre de métiers où on se suicide, les paysans qui se suicident, les infirmiers qui se suicident, les policiers qui se suicident, etc. Donc une énorme souffrance au travail, entre aussi ceux qui travaillent trop et qui souffrent, ceux qui ne travaillent pas assez et qui souffrent. Donc là, il y a vraiment une question, qu'est-ce qui se passe avec le travail ? Donc qu'est-ce qui peut donner du sens au travail aujourd'hui ? Et je pense que c'est... vous avez parlé de cette génération qui est née en 2000, et ils revendiquent haut et fort. C'est pas ma génération, je suis née en 1960, on pouvait se dire je fais un travail pour gagner ma vie et à côté, c'était un petit peu ça à l'époque, je milite dans une association, je fais ce qui me plaît. Voilà. Les jeunes aujourd'hui disent je veux un travail qui ait du sens, donc c'est un travail qui a une utilité sociale, qui ne fait pas de mal à la terre, qui ne fait pas de mal aux humains. Donc je pense qu'on assiste vraiment à un mouvement de redéfinition du rôle du travail dans la société, et c'est très important. Voilà. Alors moi, je définis le sens au travail déjà comme le sens commun entre la personne morale qu'est l'entreprise et la personne physique et l'employé, le personnel. Et j'ai trois sens, vous voulez. Le premier qui est la connaissance, le deuxième ce qu'on appelle l'appartenance, et le troisième qui est la performance. Donc la connaissance, vous voulez, ça. Alors comment on alimente tout ça ? Chez moi, je l'ai fait avec en innovant. En 2 mots, on va reparler d'Altempo, mais juste en 2 mots. D'accord. Pardon. Ouais, le sens, c'est apprendre, donc ce que j'appelle la connaissance, toujours apprendre, toujours être à la limite de son savoir-faire, appartenir à quelque chose de plus grand que le simple objet social de l'entreprise, et puis réussir. Oui, concilie ça avec la performance. Absolument. Merci beaucoup. Alors, Sylvie, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit, le sens, ça se travaille par la culture et les modèles de comportement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je voulais dire que
c'est difficile d'avoir un sens au travail si on n'est pas dans un environnement dans lequel on est en phase avec les valeurs. Et alors, moi, j'ai fonctionné, enfin, je parle d'une grande entreprise, et ces valeurs-là, elles sont portées par la culture de l'entreprise. Et la culture de l'entreprise, c'est tout un faisceau de choses qu'il a construit. Et il y a la raison d'être de l'entreprise, il y a les modes managériaux, mais il y a également ses valeurs et il y a les comportements. Ou les modèles de comportement. Et les modèles de comportement. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait une grande cohérence, une grande congruence entre tous ces éléments. On ne peut pas porter une entreprise qui dit qu'elle a une raison d'être voilà, quelque chose de très humaniste, et avoir en interne des comportements qui sont complètement antinomiques avec ces approches-là. Et je pense que dans ces cas-là, le collaborateur ou le salarié, il le ressent très très fortement. Et on a à ce moment-là des effets négatifs très forts. Donc effectivement, ce que je dis, c'est que le sens, il est très en lien avec la culture de l'entreprise. La culture de l'entreprise, elle est forcément complètement en cohérence, elle doit l'être en cohérence avec les comportements, les modèles comportementaux. Et que ça fait un tout qui renforce le collectif et qui donne souvent une couleur particulière à l'entreprise. D'accord. Et vous fait sa force. Et vous y travaillez d'une manière particulière pour que les gens s'approprient ces modèles de comportement. Expliquez-nous. Oui, alors, les construisent et se les approprient. Voilà, donc si je prends chez nous, on a travaillé en collectif avec d'ailleurs le groupe. On a fait travailler les équipes de façon internationale pour définir ce qu'étaient à leur sens les bons comportements de l'entreprise. Et pas ceux qui se rêvent, c'est pas ceux qu'ils voudraient, mais ceux qu'ils voient dans l'entreprise et qu'est-ce qui fait notre ADN et qu'est-ce qu'on doit porter comme comportement pour que nos collaborateurs s'épanouissent au sein de l'entreprise. Et donc on en a 4. Voilà, donc on a la responsabilisation, on a l'empathie, on a la simplification et on a, il m'en manque toujours la coopération. Voilà. L'innovation. Donc vous avez même, c'est intéressant, vous avez des modèles pour les managers, oui. Vous avez des valeurs et des comportements pour les managers, et d'autres, j'imagine, pour certains les mêmes, pour les salariés, n'est-ce pas ? Voilà. Alors ces 4 comportements-là sont ceux qui s'appliquent à l'ensemble du groupe Generali, et c'est vrai pour Generali France, mais c'est aussi vrai pour Generali Asie ou pour Generali Allemagne, ou Italie. Donc c'est vraiment, ça transcende l'ensemble du groupe. Et puis après, on a des modèles de leadership qu'on a définis avec quels sont les bons comportements managériaux, puisqu'ils ont une dimension et une responsabilité beaucoup plus importante. Et je rappellerai qu'un des éléments de motivation, le premier élément de motivation, et ça se voit dans les engagements de survey qu'on fait, c'est sa relation avec son manager. Si on a un bon manager, si on a un manager qui vous développe, qui reconnaît, qui apprend, qui fait de la coopération, on est beaucoup plus à l'aise et on comprend mieux, on travaille mieux, on est plus motivé. C'est un vrai facteur de motivation et donc du coup on est très exigeant pour accompagner. C'est très important dans ces périodes de grande transformation que l'on vit aujourd'hui, d'accompagner nos managers et de les soutenir pour que, ils aient eux aussi une bonne compréhension des bons comportements managériaux en phase avec notre culture. Et comment est-ce qu'on fait pour que ces comportements managériaux, et même pour tous les salariés, ils soient incarnés au quotidien et pas juste affichés à la machine à café ? Alors, on forme, on reforme. On travaille sur nos process RH, puisque un des rôles de la fonction RH, c'est de traduire la culture de l'entreprise dans les politiques RH et l'inverse. Et parfois, grâce aux politiques RH, on peut parfois infléchir des politiques. C'est d'ailleurs un rôle très important de la fonction. Et donc, par exemple, chaque année, on a des entretiens annuels et les managers sont évalués sur le leadership model, donc sur les 8 dimensions managériales. Et de la même façon,
l'ensemble des collaborateurs sont évalués. Il y a donc une discussion autour des comportements et comment ils les ont incarnés, qu'est-ce qu'ils ont fait de très bien, qu'est-ce qu'ils peuvent développer dans ces comportements, etc. Et donc petit à petit, on incrémente la culture de l'entreprise. Sylvie, je l'ai dit dans mon introduction, il y a aujourd'hui dans la littérature managériale, les conférences, etc., une vraie fascination pour le monde des startups, de l'ESS, etc. Et la grande entreprise, elle est quand même rudement malmenée. Est-ce que c'est justifié ? Vous me demandez à moi? Non. À vous, oui. Évidemment, non. Et 100 fois non. Enfin, voilà. D'abord, on fait par exemple des engagement surveys. On fait des enquêtes d'opinion de nos collaborateurs tous les 2 ans. On a 75 questions et on mesure. On a un taux d'engagement. On a 86% en France, alors que les Français ne sont pas du tout des fans de la réponse. 86% des collaborateurs français répondent. Et le taux d'engagement, c'est-à-dire de niveau d'engagement, enfin 80% de nos salariés se disent engagés, reconnaissent leur contribution et se disent fiers d'appartenir à l'entreprise. Donc, ce sont des entreprises où il fait bon vivre. Moi, je pense que on méconnaît les grandes entreprises. Et dans les grandes entreprises, un aspect, c'est que je ne dis pas que tout va bien, évidemment que non, mais on a beaucoup de contre-pouvoirs. On a des politiques RH, on a des contre-pouvoirs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans les plus petites entreprises. Légales, notamment. Voilà. On a une ligne managériale qui s'exprime, qui a sa façon de fonctionner, mais on a aussi des partenaires sociaux, on a aussi des instances de dialogue social, donc on a un certain nombre, on a des surveillances, des médecins du travail, etc. Donc on a toute une palette toute une palette d'acteurs qui travaillent autour de ces sujets et qui travaillent avec le même intérêt sur le fait qu'on soit bien dans l'entreprise. Ce que recherchent les managers, ce que recherchent les collaborateurs, ce que recherchent les RH, c'est que chacun trouve sa place, soit heureux dans l'entreprise et soit motivé. Donc on a tous un intérêt commun et c'est vers ça qu'on travaille. Et donc non, il fait bon vivre dans les grandes entreprises. Sylvie, vous citiez justement les RH. Ce qui fait la richesse des entreprises aujourd'hui, c'est les gens et les marques, mais c'est l'humain. On parle beaucoup de mettre l'humain au centre. On n'a pas l'impression que les directions de la ressource humaine sont vraiment au centre de la transformation. Alors, moi, je ne le vis pas comme ça. On a un projet d'entreprise qui s'appelle... un projet d'entreprise. C'est une question générale, pas forcément chez Generali. Hein. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des transformations, c'est la RH. Enfin, un des leviers, un des piliers de la transformation, c'est souvent le RH. Et d'ailleurs, une des qualités de la RH, c'est d'être un acteur du changement, c'est-à-dire un accompagnateur du changement. Et donc, on y met aussi beaucoup de... on ne fait pas juste le changement et la transformation, on l'accompagne, on la supporte, on la prévoit. Une des qualités de la RH, c'est aussi de faire le lien, de prévoir aussi. Et de faire du lien. Et c'est-à-dire qu'un des sujets qui, tous les matins, me réveille, c'est comment je vais faire rejoindre, je vais faire qu'une entreprise, c'est une multitude d'intérêts individuels, voire d'intérêts collectifs petits. Et donc, comment tout ça peut interagir de façon fluide. Et moi, je me vois comme un constructeur de pont entre les différentes parties et je rapproche les points de vue pour arriver à ce qu'on travaille de façon alignée le plus possible vers le but commun et l'intérêt de l'entreprise. Et donc de nous tous. D'accord. Sylvie, vous avez eu plusieurs expériences RH dans des groupes de taille très différentes. Qu'est-ce qui a changé ces 2-3 dernières années dans les relations humaines dans l'entreprise ou dans l'attente des salariés vis-à-vis de leur entreprise? Moi, vis-à-vis de l'entreprise, ce qui a changé, c'est que c'est l'introduction beaucoup plus forte qu'il y a peut-être 20 ans ou 30 ans des enjeux sociétaux et sociaux dans l'entreprise.
Et donc la prise en compte aussi, et donc ce qui rend les choses plus complexes, le rôle de l'entreprise avant, c'était d'avoir des outils de régulation du collectif. Et donc on a un droit social qui est extrêmement fourni. Pour ceux qui connaissent le Code du travail, si on le mesure au poids, c'est un des plus fournis de notre législation. Mais aujourd'hui, et c'est un des sujets de complexité, c'est que l'intérêt individuel s'est invité dans la discussion. L'intérêt individuel et l'intérêt même, parfois, de petits groupes. Et ce qui complexifie les choses. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple. Sur le temps de travail, on a à la fois des dispositions d'ordre public très strictes sur la durée du temps de travail, sur les façons de faire. On a aussi un rôle de protéger le salarié et qu'il puisse avoir une vie personnelle. Et en même temps, on a une forte appétence, et notamment des jeunes générations, sur plus de flexibilité, sur plus de liberté, sur pouvoir travailler quand ils veulent, comme ils veulent, où ils veulent. Et ça, il faut que, au niveau de l'entreprise, on le prenne en compte et qu'on arrive à trouver des règles de vie où tout le monde puisse cohabiter avec ses objectifs un peu parfois divergents. Et ça rend les choses beaucoup plus complexes. Thierry, vous dirigez une plus petite entreprise qui est dans l'Est de la France, cinquantaine de salariés, je crois. Vous êtes à la fois très engagé dans la transformation de l'entreprise, dans les valeurs, dans le sens, dans sa dimension RSE sociétale. Mais vous, votre leitmotiv, c'est il faut absolument concilier ça avec la performance. Parfois, on l'oublie un peu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors, effectivement, sans rentabilité économique, on ne peut pas faire grand-chose. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ce que je veux dire, c'est que toutes les actions qu'on peut mener, tout le sens qu'on peut donner, doit accompagner ça. À commencer par j'ai parlé avant de l'innovation. Quand vous mettez de l'innovation dans une entreprise, donc il a deux façons de faire. Il a de l'innovation qu'on peut appeler de rattrapage, quand on copie, et il a de l'innovation quand on innove à la limite de son savoir-faire. La première conséquence, si vous voulez, c'est qu'au-delà du fait que vous attirez des talents, vous faites grandir aussi les personnes à l'intérieur de l'entreprise. Vous les faites grandir en les faisant interagir autour d'un sujet. Quand on a un projet à développer, on commence par faire un camembert, et puis on regarde ce qu'on a comme compétences au sein de l'entreprise et ce qui manque. Et puis on s'aperçoit que quand on met les différentes directions, les différents savoirs autour de la table, on comble déjà une partie de ce qui manque. Donc donner du sens, c'est essayer au maximum de développer les projets à l'intérieur de l'entreprise plutôt qu'avec des partenaires externes, c'est ça ? Absolument, et en faisant grandir la formation. Et encore une fois, en faisant interagir les gens, en les choisissant évidemment sur les sujets, la compréhension se mutualise et tout le monde sort gagnant. Donc si vous voulez, moi je parle d'innovation pour vraiment apporter de la connaissance, et on l'accompagne aussi évidemment avec des formations externes, mais pas que. Donc moi je pars de là. Et ça ensuite, ça permet, ça va vers la performance, sans oublier le caractère sociétal que doit avoir l'entreprise. Donc dans ses produits, dans ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Donc là c'est important. Vous l'avez dit, nous on fait des bâtiments provisoires avec une vision un peu, on apporte plutôt des solutions que des produits. Bon. Et là on vient de développer un produit qu'on va mettre sur le marché après les élections municipales. Je vais le citer pour éclairer un peu. Ce sont des crèches. Pourquoi ? Donc des crèches provisoires qui aménagent le temps entre le moment où l'élu décide de faire une crèche en dur et entre le moment où il va vraiment faire cette crèche. Il y a à peu près 4 ans qu'il faut couvrir. Et 4 ans dans un mandat d'élu, c'est long. Donc on a commencé par travailler le produit en disant, bon, on va travailler le bien-être de l'enfant. Donc sociétalement, on se met à la place d'enfant. Alors ça donne, dans la pratique, ça donne un certain nombre de choses, des planchers chauffants, de la qualité de l'air, on travaille l'ergonomie, on travaille un peu tout ça. Et puis, on va aussi apporter de la valeur économique.
Donc on a développé une application qui s'appelle OptiTempo, qui permet d'optimiser le taux de remplissage des crèches. Parce qu'une crèche, les crèches sont pleines verticalement, tel nombre d'enfants. Horizontalement, vous avez souvent des créneaux de libre, souvent le soir. Et puis les parents qui ont des enfants en âge de mettre les petits dans la crèche, ils peuvent prendre des créneaux 2 heures le soir pour faire du sport. Et on améliore le taux de remplissage. Donc à un moment donné, économiquement, on va dire à l'élu, eh ben, vous allez passer de 71% de taux de remplissage moyen à 85%. Donc on apporte sociétalement une solution, et puis économiquement, on s'en sort bien. Donc on rend l'entreprise et ses produits utiles. Absolument. Vous m'avez dit une autre chose aussi à propos, j'ai trouvé intéressante à propos du sens, c'est comment est-ce qu'on peut faire concilier, on va dire, un grand sujet qui est donner une vraie place aux femmes dans l'entreprise, on parle beaucoup d'équilibre homme-femme, etc. Et vous vous dites, mais oui, mais en face de ça, il faut savoir que les femmes sont les plus à même de porter la transformation dans les entreprises. Donc c'est important pour les entreprises et pas juste pour des questions de quotas. Expliquez-nous. Alors si vous voulez, moi j'ai toujours beaucoup côtoyé les femmes parce que j'ai 4 sœurs et pas de frères. J'ai 5 enfants, dont 3 filles. Donc je connais. Et donc vous aimez travailler avec les femmes, comme moi. Oui, j'ai aucun problème. Moi je trouve ça adoucit, si vous voulez. Ça pondère les choses. Quand on a des sujets un peu rudes, où il faut décider, où on n'est pas d'accord, et ben quand on met du personnel féminin, ça pondère les choses, ça adoucit. Hein, il y a des études qui ont été faites par des psychologues d'ailleurs, qui démontrent que dans la majorité des grandes entreprises où des femmes au conseil d'administration sont plus performantes. Dans une chronique que vous avez écrite dans Les Échos, dans 84% d'entre elles, la rentabilité est supérieure quand il y a un taux de femmes supérieur au taux d'hommes. Vous disiez dans votre chronique. Absolument. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Je l'ai repris d'une étude américaine. Tout à fait. Et donc, il faut le faire. À partir du moment où on sait que c'est possible, donc faut le mettre en pratique. Et c'est pas difficile, si vous voulez. Se dire, à un moment donné, il faut faire interagir, que ce soit une personne qui soit à la direction des ressources humaines, financières. Quand il a un sujet de développement, quand il a un sujet sociétal, eh ben, on a des avis qui, finalement, c'est très pondéré, c'est très juste, et ça adoucit. Dans votre pratique, Thierry, vous dites également que mener des opérations ou des actions, on va dire, d'inclusion sociale, c'est quelque chose qui fait du bien au territoire dans lequel est l'entreprise, mais c'est quelque chose qui fait du bien à l'entreprise dans son sentiment d'appartenance. Ce que vous pouvez nous dire en deux mots, l'opération Chronos que vous faites depuis 2 ans, je crois. Oui, 5 ans même. 5 ans, pardon. Alors je vais la résumer quand même pour d'où elle part. Donc c'est une démarche d'insertion sociale qu'on dit durable. Dans la pratique, on a fait un constat, parce qu'on travaille pour des marchés publics, et puis il y a des clauses d'insertion sociale où on nous demande finalement de faire des heures d'insertion sociale. C'est tout simplement une formule. Vous avez le montant de votre marché, avec un coefficient, ça donne des heures. Après, vous prenez quelqu'un pendant 2, 3, 4, 5 mois, grosso modo, au bout des 4 mois, il est au même point. On n'a rien fait. Donc on a dit qu'il faut un autre regard là-dessus. On s'est rapproché d'une association à Colmar. On a dit, bon, on va plutôt faire ce qu'on appelle l'insertion sociale durable, de la reconstruction. Donc, on s'est rapproché de cette association, ils s'approprient toute la partie hors métier, et nous, on fait la partie métier. Et de surcroît, on travaille plutôt avec des familles pour avoir un bras de levier et aider plus de personnes. Parce qu'il faut tout prendre pour réussir. Si on l'a vu, si vous voulez, quand on a quelqu'un qu'on prend 4 mois, et puis au bout de 4 mois, il est au même point, c'est même pire. Il a le sentiment d'avoir servi de variable d'ajustement, je ne sais quoi. Donc la partie associative s'occupe de toute la partie hors métier, des difficultés, de logement, de scolarisation, de surendettement, enfin tout ce que nous, on ne touche pas. Et nous, on s'occupe de toute la partie métier, de la formation et de l'insertion. Et le but, c'est quand tout est reconstruit, les 2 volets, et ben au bout de 2 ans, que la personne trouve un CDI à l'extérieur. Et on ne la lâche pas avant que ça soit fait. Hortense,
tout le monde ne connaît pas Fleurs d'Ici. Dites-nous juste en 2 mots, qu'est-ce que ça a de singulier? Alors, Fleurs d'Ici, c'est effectivement, tout le monde ne connaît pas. Je vais refaire le pitch du départ. Je ne sais pas si vous le savez, 9 fleurs sur 10 sont importées en France. Et pas que en France, en Europe, partout dans le monde. Alors, tout le monde se dit, quand on dit importé, tout le monde se dit, ah oui, la Hollande. Non, pas du tout. Plutôt le Kenya, l'Éthiopie, la Colombie, l'Équateur. Enfin voilà, des pays assez lointains. Donc, c'est une des filières les plus polluantes au monde. Donc, on est à l'approche de la Saint-Valentin. Demandez à votre fleuriste la provenance de vos fleurs. Faites un geste pour la planète. Je ne dis pas de ne pas acheter de fleurs. Hein. Je dis juste de se renseigner sur la provenance. Voilà, donc nous, on est parti de ce constat-là en s'inspirant de ce qui se faisait dans les circuits alimentaires, selon le principe des circuits courts, donc de recréer des écosystèmes vertueux à l'échelle locale pour pouvoir permettre de proposer des fleurs françaises, parce qu'aussi bête que ça puisse paraître, il n'y avait pas de circuit de distribution. Donc en fait, moi, je fais un métier qui a l'air mignon comme ça, hein, des fleurs, mais en fait, il faudrait plutôt me voir comme un gros barbu, parce qu'en fait, ce que je fais, c'est de la logistique et de la tech. Voilà, donc on est assez loin du rêve de fleuriste. On fait vraiment un métier plus de hardware, on va dire. Voilà, donc nous, on a reconstruit, en gros, on a construit une solution digitale qui nous permet d'agréger des acteurs différents, des producteurs de fleurs d'un côté, des fleuristes indépendants de l'autre, puisqu'on est aussi un acteur au service du territoire et du maintien. Donc moi, j'ai pas tout à fait le même point de vue, c'est-à-dire que moi, je pense que le travail, c'est aussi assurer aux gens qui sont déjà établis, à des indépendants, le fait de pouvoir rester indépendants, et pas forcément, moi, mon but dans la vie, c'est pas d'avoir une usine avec 4000 personnes. Je suis beaucoup plus fière d'apporter un revenu complémentaire à des gens qui sont des indépendants, et en particulier, dans mon cas, des indépendantes, que voilà, ce rêve un peu daté, selon moi, un peu fordiste, d'avoir une usine avec des gens payés au SMIC, quoi. Enfin, bon, voilà, c'est deux visions de l'entreprise. Et voilà, et on agrège aussi évidemment des livreurs qu'on essaye qu'on veut le plus responsable possible, et des clients essentiellement des entreprises qui aujourd'hui sont de plus en plus attachés à faire des achats responsables, puisque des fleurs, en fait, on n'a pas conscience, mais il y a une très grosse partie du marché qui est chez les entreprises, puisqu'à chaque fois que vous rentrez dans une entreprise, il y a des fleurs à l'accueil. C'est une bonne manière de faire passer vos valeurs et vos engagements. Voilà ce que je fais. Donc, on est 10, mais on veut juste sauvegarder l'horticulture française. Vous m'avez dit, j'adore ça. Pourquoi, Hortense, vous avez lâché une carrière brillante plutôt dans la communication et les médias pour vous lancer dans cette aventure de l'horticulture, à titre personnel? Pourquoi ? Déjà parce que j'ai eu 40 ans et que je pense qu'à 40 ans, la question de deviens qui tu es prend une autre acuité. Il se trouve que ça correspond aussi à un moment où j'ai eu un enfant, et donc la question de quelle est la planète qu'on a envie de laisser, ça a l'air un gnangnan comme ça, mais en fait, et puis en plus c'est une mauvaise façon de se poser la question, parce que on a tous le droit et on devrait tous se préoccuper de l'avenir de la planète, indépendamment du fait qu'on ait des enfants ou pas. Mais bon, voilà, c'est une bonne piqûre de rappel. Et donc, deviens qui tu es, je m'appelle Hortense. Ça vous aura pas échappé, Hortense en latin, c'est hortus, ça veut dire jardin. Et sinon, je devais m'appeler Iris, donc il y avait quand même un petit truc d'antécédent, d'héritage familial, on va dire. Donc moi, j'ai pas fait des études de botanique, mais j'ai une très bonne compétence dans le sujet. C'est quelque chose qui m'intéresse à titre personnel. Et donc, je trouvais pas mon bonheur chez les fleuristes. Je trouvais que vraiment les fleurs, elles avaient l'air botoxées. Ça ressemblait pas du tout à ce qu'il y a dans la nature et dans un jardin. Donc, je me suis dit, mais comment ça se fait, pourquoi, etc. Et donc, j'ai creusé la question. Et voilà, et ça faisait assez longtemps que je réfléchissais à ce projet. Et puis, voilà, cette idée à 12 ans, je voulais être fleuriste. Enfin, voilà, il y a juste un moment où on se dit, non, mais bon, ok, je vais me saisir de ma part de responsabilité. Alors, ça a l'air anecdotique, mais c'est quand même une filière de 2 milliards d'euros. Hein. C'est la même taille de marché que l'horlogerie, donc c'est pas du tout si anecdotique que ça, en fait. Mais voilà, c'est juste l'idée de se dire... moi, j'ai fait de la politique dans une autre vie. Je viens d'une famille assez engagée, on va dire. Ou en tout cas... Vous en faites, vous aussi, de la politique ? Moi, j'estime aujourd'hui que la politique, elle se passe sans doute plus du côté des entreprises que des partis politiques. Je pense qu'aujourd'hui... Une carte bleue vaut sans doute autant, peut-être même plus, malheureusement, qu'une carte d'électeur, ce que je regrette en partie, mais la réalité, elle est quand même là. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, on peut faire de la politique en étant une entreprise, et que même c'est le rôle, à mon avis, des entreprises d'être leader du changement.
auprès des consommateurs. Donc vous allez vous présenter au municipal ou pas, hein? Vous n'avez pas répondu à ma question. Hein. Non. Non, ok. C'est déjà présenté, c'est pour ça. Hortense, pardon. Il y a une aspiration à un capitalisme plus moral. Est-ce que tous les secteurs et tous les types d'entreprises peuvent s'y mettre, ou uniquement certains secteurs en fonction de leurs consommateurs, certains types d'entreprises en fonction de leur taille? C'est une question qu'on me pose souvent. Je pense que, en fait, c'est plutôt une question de stade. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé dans ma vie pour des grands groupes auparavant, dont par exemple le groupe Carrefour, pour ne pas les citer. Je ne peux que leur reconnaître, enfin, c'est leur faire un mauvais procès que de dire « Ah oui, mais tout n'est pas parfait chez eux ». Honnêtement, je pense que c'est très compliqué quand on est une entreprise qui a été construite sur un ancien modèle, c'est-à-dire celui du tout profit en gros, et de la rétribution des actionnaires ou autre, donc sans prendre en compte toute la chaîne de valeur de A à Z pour construire son produit de telle façon à ce qu'il soit vertueux et performant économiquement. Je pense que c'est quand même vraiment compliqué de changer. Donc, alors que nous, d'une certaine façon, on a le luxe de pouvoir se poser la question et de mettre vraiment ce corpus de valeurs-là au cœur de notre modèle économique. Donc pour nous, c'est pas tellement une histoire de secteur. Je pense que c'est plutôt une histoire de timing, quoi. Enfin, je pense que quiconque monte une entreprise aujourd'hui et met pas ce corpus de valeurs au cœur de sa chaîne économique, je vois pas bien où il va, quoi. Vous avez une formule que j'ai beaucoup aimée quand on s'est parlé. C'est le capitalisme qui va rattraper l'ESS et pas l'inverse. Expliquez-nous. C'est pas moi qui le dis, hein, non plus. Je l'ai pas inventé. Je pense effectivement que c'est les grandes, enfin, comme je viens de le dire, à mon sens, les entreprises qui ne mettent pas la responsabilité sociale et environnementale au cœur de leur proposition de valeur vont avoir des problèmes. Moi, je prends plus de clients. Non, tout simplement parce que je pense qu'on plus de clients, plus de talents. Plus de clients, plus de talents. Je pense que quand on voit la génération, enfin moi j'ai la chance, enfin en tout cas on travaille avec beaucoup de jeunes gens, les fameuses générations X, Y, Z et autres. Ils sont nés avec un smartphone dans la main. Donc ces gens-là, ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a dans leurs produits. Comment il a été construit. Yuka. Voilà, pour pas les citer, je pense que Yuka, c'est exactement la bonne illustration, mais il n'y a pas que Yuka. Ce que je veux dire, c'est que les jeunes sont beaucoup plus attentifs à qu'est-ce qui constitue leur produit. C'est-à-dire pas seulement sur le point de vue sanitaire, mais aussi sur le point de vue social, la rétribution, la redistribution de la valeur sur le produit, etc. Si, c'est ce que je dis toujours, une grande marque de café pourra toujours continuer à payer George Clooney une fortune pour dire « il est bon mon café ». Si, à la fin, le producteur colombien ou éthiopien, il gagne 1 centime, je suis pas sûre que ça continue de marcher, en fait. Je pense que c'est un peu la fin du marketing, à mon sens. Pourtant, je posais la question tout à l'heure à Sylvie. Il y a une fascination, notamment chez les jeunes générations, pour les startups, l'ESS, les ONG. Est-ce qu'il y a une part d'illusion ou un vice caché dans quoi? Dans cette fascination pour ce monde-là. Le monde de l'ESS, des ONG, des startups, c'est là qu'il y a de l'agilité, c'est là qu'il y a du sens, c'est là qu'il y a de la croissance. Vous avez une opinion assez tranchée là-dessus? Moi, je pense que, en fait, si on peut rester dans des grandes entreprises et être un acteur du changement au sein de ces grandes entreprises, ça demande sans doute plus de courage que de monter une boîte. Donc, chacun d'entre vous qui est ici, si vous pouvez être des acteurs du changement au sein, enfin, ne vous dites pas ah, ça me satisfait pas ce qui se passe dans ma boîte, je vais changer. Non, sincèrement, moi, la réussite de Fleur d'ici repose sur des gens comme ça. Qui vont s'engager au sein de leur boîte pour essayer de faire changer les choses, notamment tous les directeurs achats qui peuvent être là. Enfin voilà, mais en général, voilà, les gens qui ont cette capacité, enfin le pouvoir de faire changer les choses, il est pas, enfin c'est un échange. Il est entre nous deux, il est entre voilà, les grandes cet entreprises univers et nous. Ce n'est pas non plus la vie rêvée, la vie professionnelle telle qu'on la rêve. Vous avez parlé de Vous m'aviez parlé, par exemple, de cette injonction à l'égalité, de la difficulté à parler d'argent dans les ONG qui, du coup, créent des difficultés au travail. Ça, c'est sur le monde de l'ESS. Moi, je ne me reconnais pas du tout. C'est pour ça que j'ai du mal à réagir. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une fascination du monde de l'ESS, vraiment ? Clairement, je crois. Ok.
j'en étais pas consciente. Effectivement, je pense qu'il y a, jusqu'à très récemment, en fait, ce concept de l'entreprise à mission, on avait tendance dans ESS, économie sociale et solidaire, à surtout se focaliser sur social et solidaire, à mon avis. Et du coup, le côté économie, bon, ok, c'est bien, mais en France, on est quand même très fâchés. Les notions d'argent et les notions, de profit, pour dire les choses de façon encore plus clivée, le profit d'un côté, et le faire du bien de l'autre. Nous, ça nous paraît complètement dingue de penser comme ça. Pourquoi séparer les deux? Et donc, c'est vrai que nous, on a eu beaucoup de mal au départ. On n'appartenait ni complètement au monde des startups classiques qui font des levées de fonds faramineuses sur souvent des idées un peu... qui reste à démontrer. Donc, cette espèce de tout profit, cette logique un peu de surcompétition, etc., on ne rentrait pas là-dedans parce que nous, on disait que non, on a une mission d'intérêt général, etc. Et en même temps, on n'avait pas non plus un pied complet dans l'ESS ou dans l'ESS traditionnel, on va dire, où... c'est pour ça que j'aime bien le discours sur la profitabilité économique. Effectivement, pour moi, on fait rien sans être profitable. C'est quand même la question numéro 1 pour une entreprise. Donc voilà. Mais il y avait cette espèce de vieille perception comme quoi ce serait quand même mieux que tu sois une association. Ok, ouais, sauf que je suis pas une association, en fait, je suis une entreprise et je sais très bien pourquoi j'ai choisi ce modèle-là. On est une entreprise parce que l'entreprise, ça oblige, en fait. Ça oblige à rentrer dans des critères de marché, d'avoir le bon prix, d'avoir la bonne proposition de valeur et par conséquent de pouvoir vraiment faire transition, pardon, c'est moche ce mot, faire changer les consommateurs. C'est-à-dire, c'est pas en culpabilisant les gens, en leur disant quand même, ton café. Mais si vous lui proposez pas le bon café au bon prix, en fait, il va rien se passer, quoi. Donc, je pense qu'il est important de remarier ces deux notions qui sont un petit peu éloignées. Merci. Frédéric, comment on donne du sens au travail, à l'emploi, à des gens qui sont dans l'intérim et donc, par définition, un peu éloignés et du projet d'entreprise et des relations dans l'entreprise? Alors, c'est une question qui est en effet vaste. Alors, en effet, l'intérim peut être vite associé à la notion de précarité et ainsi de suite. Pour casser tout de suite cet aspect-là, on peut faire ce métier en faisant les choses bien, déjà. C'est ce que notre groupe a choisi de faire depuis 1992, de trouver du travail à ceux qui n'en ont pas. Et je rejoins tout ce qui a été dit à ma droite et à ma gauche, qu'on peut faire des choses bien, avec un certain sens de l'éthique, et en donnant du sens, et en gagnant de l'argent. Parce que, comme vous l'avez dit, Hortense, si on ne gagne pas d'argent, il y a plein de choses qu'on ne pourra pas faire. Cela étant dit, en effet, nos collaborateurs intérimaires, ils peuvent être avec nous quelques jours, quelques semaines, quelques mois, sur des missions extrêmement variées. Donc comment on leur donne du sens ? Alors, bien évidemment, on va pouvoir leur proposer tout un tas de choses, de leur simplifier la vie sur pas mal de choses. Mais le premier truc, c'est déjà de leur trouver du travail, pour qu'ils gagnent leur vie. C'est ce que je disais dans notre première question sur les raisons fondamentales du travail. Le premier, c'est de gagner sa vie. Donc la première des choses, c'est de pouvoir déjà leur proposer du travail. Ça, c'est une première des choses. Après, il faut pouvoir leur trouver des choses qui potentiellement peuvent les intéresser. Notamment si ça doit durer un petit peu, en tout cas. Donc c'est là où le fait de travailler sur ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils sont capables de faire, la compétence, et puis les besoins des clients en face, fait que ça va peut-être pouvoir, et encore une fois quand je dis peut-être, parce que rien n'est parfait dans ce monde, et nous pas mieux que les autres. Donc ça, c'est un deuxième élément. Et puis le troisième élément qui est sans doute important aussi, pour donner du sens, c'est pas tout le marketing qu'il y a derrière finalement, c'est la proximité. C'est-à-dire c'est notre agence dans telle ville, dans tel village, avec des collaborateurs à l'intérieur qui, eux, seront engagés, qui vont, quelque part, donner ce sentiment de reconnaissance à nos collaborateurs intérimaires, qui soient là encore une fois, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. C'est cette relation de proximité finalement, et cette connaissance réciproque qui fait que ça avance un peu mieux, que ça donne sans doute un peu de sens. Vous êtes donc labellisé de cette fameuse norme ISO 26000, développement durable. Comment est-ce qu'on arrive à, entre guillemets, garantir à ces salariés intérimaires la, entre guillemets,
qualité de cette entreprise qu'on donne par cette norme? Alors à la fois cette norme, elle est bien évidemment pour de l'interne. Garantie via cette voilà, norme. elle est aussi pour toutes les parties prenantes, bien évidemment, nos partenaires, nos clients. Et puis donc comment on vérifie aussi nos tout intérimaires. Comme dans tout système avec l'ISO, il y a des audits réguliers. On a des audits réguliers par de l'externe, on a des audits réguliers en interne. Et puis, pour reprendre ce qu'a dit ma voisine Sylvie tout à l'heure, pour dire, on forme, on sensibilise, on forme, on sensibilise, et ça passe aussi par la ligne managériale, qui doit être le vecteur, le porteur de ce sens-là aussi. Parce que si la ligne managériale de proximité n'y croit pas, ça ne peut pas marcher. Alors, on pourra mettre le coup de tampon sur la certification. On sera très content de mettre ça sur notre agence en disant beau macaron et ainsi de suite. Mais c'est comme les valeurs. Moi, j'ai toujours considéré que les valeurs, plus on en parle sur un site internet, moins il y en a. Par quoi? Parce que les valeurs, c'est ce qui se vit à l'intérieur d'une entreprise. C'est ce que je vais reprendre votre mot, c'est vraiment l'ADN. Et l'ADN, on n'a pas forcément besoin de la mettre sur un beau papier glacé pour que ça se vive. Voilà. Et à la limite, plus on en parle, moins j'ai envie d'y croire. C'est comme pour la marque employeur. Si ça vient pas un peu de l'intérieur, ça veut dire que c'est que de la com. Frédéric, le sujet du bien-être au travail, il est au cœur du sens et de l'épanouissement, le thème de notre débat. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Quand on en a parlé ensemble, vous m'avez dit, une entreprise, on y entre à cause du job et on la quitte à cause des managers. Expliquez-moi. Expliquez-nous. Oui, quand on est recruté, alors que ce soit en intérim ou en CDI, pour le coup, on peut être attiré en effet par l'entreprise et ce qu'elle représente, ce qu'on en a compris en tout cas, ce qu'on en a capté, par le job, comme je le disais tout à l'heure, qui peut être intéressant, qui nous met en relation avec d'autres. On entre dans l'entreprise et souvent ce qui va à un moment déconner, c'est ce qu'on va appeler les pratiques managériales. Voilà. Et quand on voit aujourd'hui dans toutes les enquêtes les leviers réels de motivation, la première, c'est les pratiques managériales. D'où ce que j'avais pu vous dire en effet, c'est qu'on rentre dans une entreprise pour le projet, pour le job, et qu'on la quitte entre guillemets à cause, alors c'est pas systématique, mais régulièrement, à cause de la relation qu'on a avec son manager. Et quand on regarde aujourd'hui les enquêtes sur quel est l'employeur idéal, parce que forcément, nous, on est dans les métiers de l'emploi, donc c'est forcément des statistiques, des études qu'on regarde avec une certaine acuité. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Le salaire n'est plus aussi important qu'il ne l'a été, ou avant, quand vous posiez la question, de toute façon, le salaire, c'était tout le temps numéro 1, systématiquement. Donc on était sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, Arnaud, dans votre introduction sur la motivation extrinsèque. Et on sait qu'aujourd'hui, les incitations trop fortes financières ont plein d'effets dangereux. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas payer les gens, et pas bien payer les gens, mais si sa politique de managériale ne repose que là-dessus, de toute façon, ce n'est pas comme ça qu'on soude les équipes, ce n'est pas comme ça qu'on retient les gens. En tout cas, pas uniquement. C'est nécessaire, mais non suffisant. Donc ça, c'était un premier point, le fait que le salaire n'est plus systématiquement numéro 1. Au profit de quoi? Nous, ce qu'on voit dans les études et qu'on sent chez nous aussi, c'est l'ambiance de travail, alors dont on peut mettre aussi cette notion de pratique managériale, et trois, l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Et en effet, on sent monter aussi quelque chose chez beaucoup de candidats, c'est est-ce que l'entreprise est respectueuse de la planète, voilà. Est-ce qu'il y a un engagement RSE de l'entreprise et pas uniquement un engagement RSE avec beaucoup de tampons, avec une belle communication, mais il ne se passe rien derrière. Donc on voit de plus en plus de candidats qui nous interrogent sur l'entreprise où vous pourriez me placer, où je pourrais candidater par votre intermédiaire, est-ce qu'elle est responsable? Et ça, il y a 3-4 ans, personne ne nous posait la question. Vous savez y répondre. Pour partie, en tout cas. Vu le travail que vous avez. Sylvie, je vous ai vu réagir à ma question sur les carences managériales. Non, mais parce que je suis d'accord, et c'est pour ça aussi qu'on a développé un modèle managérial et qu'on forme et plus particulièrement en période de transformation. Et nous, on le mesure, et ce que vous disiez qu'il y a une cohérence, c'est qu'on mesure directement tous les 2 ans le lien entre le niveau d'engagement et, on va dire, le côté positif de l'évaluation du manager de proximité. C'est-à-dire que plus le collaborateur évalue positivement son manager de proximité, plus son niveau d'engagement dans la société est élevé. Et donc, voilà, les équipes où on a des managers qui sont un peu défaillants, c'est
direct, le taux d'engagement est plus faible. C'est mécanique. Donc il y a une vraie corrélation. Et quand je disais qu'on reste pour son manager et pas pour le salaire, c'est clairement vrai, et je pense que c'est normal. Alors, quand je dis le manager, il y a aussi le collectif, l'ambiance, mais ça participe aussi. Quand on a un bon manager, il va développer aussi un collectif d'équipe qui va être propice au développement personnel, à l'épanouissement, à la vie sociale, etc. Tous ces aspects dont on a besoin pour se construire dans une entreprise de façon positive. Pierre-Noël, on a beaucoup parlé là, évidemment, des gens qui sont en emploi, quelle que soit la taille de la société, mais il y a également des hommes inutiles, je précise bien, et vous le faites régulièrement, inutiles économiquement. Qu'est-ce que c'est être inutile? Oui, alors en effet, le terme se sentir inutile. Le terme est choquant, mais je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Dans notre société, il y a des gens, et ils sont de plus en plus nombreux, malgré l'amélioration apparente sur le chômage, il y a des gens qui sont économiquement inutiles. Personne n'est inutile, sauf que le système ne leur donne aucune utilité économique, ne leur propose rien qui leur permette de travailler, par exemple, ou je classe dedans également les hommes inutiles, ou leur promet, ou leur donne des boulots intermittents qui ne permettent pas, c'était mon critère de tout à l'heure, de progresser. Hein. Mal payés, mais ce n'est pas ça le problème. C'est des boulots qui ne permettent pas de progresser, de s'améliorer si on le souhaite. Bon. Je me réfère d'ailleurs de ce point de vue-là explicitement à un critère de justice économique. Qu'est-ce que c'est qu'une société juste? Pour moi, ce n'est pas une société qui donne le RSA à tout le monde. Voilà, un chèque pour solde de tout compte. C'est une société qui permet à chacun, s'il le souhaite, de progresser. Et pour ça, d'avoir accès à un certain nombre de choses, à la formation et d'avoir accès aux autres, etc. Voilà. Bon, mes dernières recherches, mon dernier livre montre que le nombre des hommes inutiles dans les sociétés riches augmente. Et qui c'est concrètement? Quelle catégorie de personnes? J'ai fait un indicateur. Vous additionnez les chômeurs, pas tous les chômeurs de longue durée, les gens qui sont à temps partiel non désirés, ceux qui n'ont que dans les statistiques du BIT qu'un rapport marginal au marché du travail. Et puis ensuite, vous ajoutez les inoccupés, en particulier dans les tranches 15-25 et 55-65. Et là, vous avez des gens à qui on ne donne pas la possibilité de travailler. Plus tous ceux qui sont dans une précarité telle que ça ne leur permet pas de progresser. Est-ce qu'on inclut les seniors, Pierre-Noël? Parce que finalement, taux d'emploi 30% au-delà de 60 ans. Oui, est-ce que ce sont des hommes inutiles, les seniors, aujourd'hui, au travail? Bien sûr. D'ailleurs, c'est très simple. Hein. S'ils sont très contents de leur sort parce qu'ils ont, par exemple, une utilité sociale très riche dans des activités bénévoles autour d'eux, ou si simplement ils s'occupent de leurs enfants, peu importe, mais beaucoup d'entre eux préféraient avoir un travail, être socialisés, et par conséquent, de ce point de vue-là, oui, ils le sont. Alors, bien sûr, donc, comprenons-nous bien, les gens qui sont économiquement inutiles, selon moi, peuvent être socialement très utiles. Un chauffeur de longue durée est quelqu'un qui peut, dans son quartier, ou même nationalement, être quelqu'un d'extraordinairement utile. Voilà. L'unité économique progresse, malgré les apparences de reprise. Quelles sont les conséquences psychologiques et politiques de l'inutilité? Les conséquences psychologiques, on peut les imaginer. Elles sont assez différentes selon les gens. Les conséquences politiques, c'est une des racines du populisme, bien évidemment. Parce que quand vous êtes inutile, ou que vous craignez de le devenir, ce qui, à mon avis, était le cas de la plupart des Gilets jaunes, qui n'étaient pas inutiles au sens strict, il n'y avait pas de chômeurs parmi eux, ou très peu, mais il y avait des gens qui avaient peur de tomber dans la précarité ou dans la pauvreté. Bon. Eh bien, et vous ne savez pas d'où ça vient. Comment se fait-il que vous soyez dans cette situation? Il n'y a pas un patron à qui s'adresser, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui... Bon. Donc vous vous adressez d'ailleurs au prince, vous lui demandez du pain. Et demain, vous lui demanderez des jeux aussi. Donc l'inutilité, c'est comme la plèbe à Rome, dans la Rome antique, ça fait le lit des populismes. Ce n'est pas la seule raison, mais c'en est une. Et comment est-ce qu'on peut arriver à retrouver ou à donner du sens au travail à des gens qui ne sont pas du tout formés, très précaires, très en marge de la société? Oui, mais bon,
Là, mon problème, c'est par exemple de faire entrer des gens dans le travail. Mais heureusement, oui, le premier sens, c'est d'avoir un boulot. On est d'accord. On va en parler, l'expérience zéro chômeur de longue durée, que je suis depuis le début, que je trouve absolument passionnante et méritant d'être étendue, est de ce type. Donc je ne veux pas débroussailler le terrain. Mais bon. Quelles sont les autres pistes? Mais ce que je voulais dire, je vais faire 2 remarques. On demande beaucoup à l'entreprise aujourd'hui d'être ESS, etc., attirer les jeunes. Mais pour moi, l'entreprise, c'est un automate cellulaire, si j'utilise un vocabulaire algorithmique, c'est un automate cellulaire qui est programmé pour faire du profit. Alors évidemment, il est intelligent, cet automate. On fait beaucoup plus de profit si on motive ses employés que si on les bat. On fait beaucoup plus de profit si on a une attitude à l'égard du grand public telle qu'on vous encense plutôt qu'on vous désigne comme polluant la planète, etc., etc. Mais c'est comme le débat sur, pardonnez-moi, on compte sur les banques pour spontanément financer la transition verte. Mais enfin, on rêve. Il n'y a rien de plus court-termiste qu'une banque. Bon, donc comment est-ce qu'on retrouve, comment est-ce qu'on remet en contact avec l'emploi ces populations-là? Il faut que les États agissent. Il faut leur donner accès à quelque chose. C'est évident, c'est formation. Et c'est accès aux autres. Tous les problèmes de mobilité dans les fonds, les trous perdus, accès aux autres, accès à la ville. Faciliter la mobilité, accès. vous voulez dire? Voilà. Ce sont des inégalités qui enferment les gens dans des trappes, et ils sont dans des trappes parce qu'ils n'ont pas accès à ce qui leur permettrait d'en sortir eux-mêmes. Voilà. Je voudrais, comme le timing. Avant, je voudrais qu'on lance la bande-annonce du film, du doc de Marie-Monique. J'ai trouvé ça utopique à un point, je me dis, ça va, c'est pas possible. Bienvenue chez vous. Première journée de boulot, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. On doit relever le défi de se dire, on part de rien, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne fait pas comme les autres. Nous, on embauche d'abord et après, on trouve du travail. Il faut jouer la complémentarité et pas la concurrence. Les palettes sont la matière première que l'on utilise. C'est que de la récupération. On est vraiment axé sur l'écologie. Le fait de trier permet de recycler. Toutes les petites missions qui n'ont pas l'air importantes, en fait, elles peuvent faire travailler beaucoup de monde. Nous, on est en train de créer un nouveau modèle économique. Les a priori que je pouvais avoir sur les chômeurs de longue durée ont totalement changé. Je suis un travailleur, je suis pas un feignant. Si j'ai repris à sourire et tout, c'est grâce à Lysiane. Tu les mets facilement. Comme ça, là. Là, comme ça, oui. On est utile à la commune, on est utile à la communauté. Les gens qui sont salariés maintenant dépensent sur Molion. Donc, on voit bien que ça fait vivre au niveau social, au niveau économique. Bienvenue aux 7 petits derniers. On ne peut pas laisser les gens derrière soi. C'est pas des déchets. Même si je suis handicapé, je suis une valeur ajoutée. Je ne suis pas un déchet. Voilà. J'étais très touché que cette conclusion... je ne suis pas un déchet, je ne suis pas quelqu'un d'inutile. Marie-Monique, est-ce que vous voulez nous expliquer très brièvement cette expérience zéro chômeur, comment elle s'est montée, comment elle se déroule et surtout comment est-ce qu'elle a trouvé son propre mode de fonctionnement et d'existence? Le terme travaux inutiles, personnes inutiles, je suis pas sûre. Économiquement. Oui. Enfin, moi, je suis plus sensible à la notion de bullshit jobs, vous savez, les travaux à la con, qui sont donc des travaux, si je reprends l'expression de David Graeber, qui a fait un excellent livre que je vous conseille de lire. Les travaux à la con, c'est ceux qui ont d'ailleurs un certain prestige, et qui font que les gens ils ont l'impression de pédaler, ils font beaucoup de réunions, ils font beaucoup de choses, et ils ne comprennent pas où ils vont. Et vous voyez, c'est la différence avec les boulots de merde qui ne sont pas bien payés et qui sont faits par des cols bleus. Donc moi, voilà, je voulais être très clair là-dessus. Et donc moi, je vais parler des gens qui sont considérés comme des déchets.
Donc, ce sont donc effectivement ceux qui souffrent de chômage de longue durée, 4 ans, 5 ans de chômage, pour des raisons d'ailleurs qui font que n'importe qui d'entre nous pourrait tomber là-dedans, n'est-ce pas? Soit parce que le travail les a cassés, du burn-out, vous voyez, des accidents du travail, alors on les jette comme des malpropres, ils n'ont droit à rien, et c'est une grande partie de ces 2 millions de Français qui sont en chômage de longue durée. Soit parce que c'est un accident de la vie, donc évidemment que ça peut arriver à n'importe qui, ou un accident de la route qui va faire que vous avez un handicap. Voilà. Donc ces gens-là, eh bien, ce sont des déchets. Alors, ATD Quart Monde, qui est une association qui travaille avec les déchets humains, mais en estimant qu'ils ont de grandes qualités et de grandes compétences, et ils ont bien raison, s'est dit, il n'y a rien qui est proposé à ces gens-là. Quand on est arrivé, quand on tombe dans la case chômage de longue durée, en plus, si on est une femme, si on a un certain âge, enfin, vous voyez, il y a plein de raisons qui vont faire que vous risquez d'y rester longtemps. Et ils se sont dit, il faut proposer quelque chose en complément de ces dispositifs de réinsertion qui ont leurs vertus, mais aussi montrer leurs limites, parce que souvent, c'est des CDD et on retombe dans la précarité. Donc, ils se sont dit, ATD Quart Monde a calculé qu'un chômeur de longue durée coûte à la France 18 000 € par an. Alors vous allez dire, c'est quoi ça? Parce que quand on a le RSA, évidemment, on ne touche pas 18 000 € par an. Mais ATD Quart Monde fait ce qu'on devrait faire tous, et notamment nos entreprises. Ils calculent ce qu'on appelle les externalités négatives, chose qu'on oublie toujours, vous savez, dans l'économie. Ils ont calculé qu'en plus du RSA, du résidu de chômage, eh bien, quand on est au chômage de longue durée, vous le verrez dans mon film, eh bien, on ne va pas bien. Donc ça coûte à la société aussi par ses prestations. Parce qu'on a encore un pays jusqu'à présent qui ne laisse pas crever tout le monde dans la rue quand ça va mal. Donc on soigne les gens, les enfants ne vont pas bien, enfin, etc. Donc ça fait 18 000 €. Donc ATD Quart Monde s'est battu avec d'autres associations pour qu'une loi soit votée à l'instigation d'un député, Laurent Grandguillaume, avec d'autres députés d'ailleurs. Et ils ont obtenu que cette loi passe à l'unanimité fin 2015, à l'unanimité de 2 chambres, il faut quand même le souligner, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a un transfert d'argent organisé. Donc ces 18 000 € qui proviennent de différentes sources, n'est-ce pas, sont transférés vers ce qu'on appelle une entreprise à but d'emploi. Donc son nom veut bien le dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous ceux qui le désirent, qui habitent depuis plus de 6 mois sur le territoire, sont embauchés au SMIC et à contrat à durée indéterminée. 70% du salaire est payé par ce transfert d'argent, à charge de l'entreprise de trouver par son activité, qui doit être non concurrentielle évidemment. Il ne s'agit pas de créer du travail en piquant le travail des voisins. Donc il faut trouver, et c'est ça la nouvelle économie pour moi. Et on découvre que finalement, Mauléon, c'est dans les Deux-Sèvres, c'est 8 000 habitants. Il y a plein de travaux utiles non satisfaits parce que c'est pas rentable, parce qu'il y a plein de raisons, enfin, et plein de... L'aide à la personne, le recyclage... Voilà, c'est les 3 grands domaines, aide à la personne, recyclage, et espace vert, biodiversité. En fait, aujourd'hui, ils ont 90 salariés et ils ont trop de travail, ils croulent sous le travail, et tout ce travail est non concurrentiel. Et c'est absolument incroyable. Et moi, j'ai vu se développer finalement, au départ, c'était un dispositif, entre guillemets, voilà, qu'est-ce qu'on propose à des gens qui sont très éloignés du marché du travail, comme on dit dans le jargon, en termes clairs, qu'on maintient dans la précarité, voilà, très clairement. Hein. Et puis, j'ai vu se développer un nouveau, je dirais, un laboratoire d'innovation sociale, économique et écologique, ce qui me réjouit, parce que je suis évidemment très écolo. Pour moi, l'écologie doit être la matrice de toute action publique si on ne veut pas disparaître, voyons, disons-le clairement et rapidement. Voilà. Et c'est absolument extraordinaire. Alors, je précise qu'il y a 10 territoires aujourd'hui qui sont dans cette expérimentation. 5 ruraux et 5 urbains. Il y a un quartier du 13e arrondissement à Paris qui fait partie du dispositif et qu'on constate à peu près la même chose partout. C'est-à-dire que moi, si vous voyez mon film, j'ai commencé en 2015 avant que la loi passe. J'ai vu des hommes et des femmes qui ne parlaient pas, qui étaient muets, qui étaient malades. Je les ai filmés pendant 4 ans. Aujourd'hui, ils sont tous dans cette entreprise. Ils parlent, ils se sont redressés. Ils vous parlent d'économie circulaire. Ils ont fait le lien entre le fait qu'ils étaient considérés comme des déchets, mais qu'on est dans un monde qui fait du déchet en permanence. Voilà, et qui fait que d'ailleurs qu'on est dans une impasse globale énorme. Ils ont fait le lien avec ça. Ils disent que leur entreprise marche à l'envers parce qu'ils embauchent d'abord, vous avez entendu, et puis ils chargent de travail ensuite. Mais moi, je dis que c'est le monde actuel qui marche à l'envers. Et eux, ils sont mis à l'endroit. Et comme ils sont mis à l'endroit, ça crée du lien sur le territoire. Il n'y a pas eu de rond-point occupé, par exemple. C'est la seule ville du département des Deux-Sèvres où il n'y a pas eu de rond-point et de gilets jaunes parce qu'en fait, ils se parlent dans l'entreprise, donc ils n'ont pas besoin d'aller parler sur les ronds-points. Les gens, d'abord, du
du territoire, un autre regard sur ces cassos, évidemment, et puis surtout, on est dans un modèle économique où on met l'humain au cœur du dispositif, on retrouve le sens du travail opposé à l'emploi qui vous fait vivre, et puis même si ça vous fait chier, là, le travail a du sens parce que vous avez vu rien que dans la bande-annonce, le nombre de fois qu'ils ont dit on est utile, on rend service. C'est ça la finalité de l'entreprise pour moi, et c'est urgentissime que toutes les entreprises retrouvent cette fonction qui fait que l'économie, elle est là pour servir les humains. Alors justement, on ne vole pas de job, on crée des fonctions qui sont utiles, on fait du chiffre d'affaires. À Moléon, l'entreprise fait 400 000 € de chiffre d'affaires, je crois. Ça double tous les ans, en fait. Voilà. Ouais. On redonne de l'utilité et de l'estime de soi. Encore mieux. On met d'accord Le Figaro et Alternative économique pour dire tous les deux que c'est très bien. C'est pour moi le truc le plus spectaculaire de toute cette aventure. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Parce que finalement, on pourrait faire ça partout. Qu'est-ce qu'on attend? La prochaine étape, ouais, ben voilà, ça c'est l'autre film d'avant. Qu'est-ce qu'on attend? Donc tout ça se tient en fait. Hein. Eh bien, la bonne nouvelle, parce que depuis quelques temps, moi j'ai fait présenter ce film partout. Allez voir la bande-annonce, faites-la circuler. Il passe partout en France en ce moment. On attendait une deuxième loi parce que c'est ce que prévoit la loi. Normalement, la première loi dit 10 territoires, 5 ans. Et ensuite, on expérimente et on évalue. On n'aura pas le temps de parler des évaluations, mais c'est très important parce que qui dit expérimentation dit évaluation. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a besoin de laboratoires. Donc les laboratoires, on n'invente pas tout de suite, hein, vous voyez. Mais là, on essaye, on expérimente collectivement et c'est absolument formidable. Je précise que ces entreprises sont en mode autogestionnaire. Il y a un écart de salaire de 1 à 2, un directeur et tous les salariés sont au SMIC. Personne entre les deux, d'accord? C'est absolument incroyable. Et donc, on attend une deuxième loi, et d'après les dernières nouvelles, ça serait dans les tuyaux pour avant la fin de l'année, et normalement, ça voudrait dire une prolongation sur les 10 territoires déjà engagés de l'expérimentation, sinon ils ferment la porte, et puis l'extension à au moins 50 autres territoires. Il y a 180 villes qui sont volontaires aujourd'hui. Et voilà, j'espère. Il y a une pétition à signer sur le site Association Territoire Zéro Chômeur de longue durée pour que cette deuxième loi qu'on attend depuis 1 an et demi arrive au plus vite. Et je pense que c'est bien de maintenir la pression. Voilà. Et donc, je pense que c'est un modèle pour le futur, mais même du point de vue managérial. Toutes les décisions sont prises par les salariés. C'est eux qui organisent le travail. Je vous rappelle qu'ils étaient tous 4-5 ans de chômage avant. Hein. Et moi, j'ai présenté ce film devant un club d'entrepreneurs des Deux-Sèvres, du club des entreprises des Deux-Sèvres, qui était très touché. Après, il y avait un pot, il disait, bah oui, nous, quand on voit arriver un CV avec 4-5 ans de chômage, poubelle directe, alors que, quand on voit tous ces hommes et ces femmes, cette envie de travailler, cette envie de contribuer à la vie de la cité. Et puis l'exemple qu'il donne au monde, voilà, c'est un gros gâchis. Voilà. Bon, en tout cas, moi, j'ai découvert cette expérience absolument formidable. J'en ai découvert une autre en préparant le Parlement. François Héguin va nous en parler quelques minutes. C'est notre pitcher. Puis après, je vais vous passer la parole. Il va nous expliquer la singularité, la force, l'originalité du projet Massa Jobs. À vous pour ce pitch de quelques minutes. Merci Arnaud. Déjà, je suis très impressionné d'être là, de faire partie du panel parce qu'il y a énormément d'exemples qui m'inspirent en fait au quotidien, que ce soit des groupes d'intérim avec lesquels on travaille ou l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur longue durée qui sont des vraies inspirations pour nous. Massa Jobs, qui on est une petite structure, toute petite. On est 7 salariés, on est installé dans les quartiers de Marseille, deux principalement, un à Malpassé dans le 13e, c'est plutôt quartier nord, et un juste à côté de la gare Saint-Charles. Si vous allez à Marseille, vous passez à chaque fois à côté, mais qui est aujourd'hui identifié comme un des quartiers les plus pauvres d'Europe. Qu'est-ce qu'on y fait? On y fait 3 choses. On y fait d'abord une présence, on y travaille tous les jours, pour certains on y vit, avec l'envie de rencontrer et de créer des relations d'amitié avec les habitants du quartier. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'être une alternative au trafic de drogue, à la désespérance, au fait qu'on n'y croit plus parce qu'on enchaîne 4-5 ans de chômage ou parce qu'on n'a jamais vu ses parents bosser, etc., etc. Notre deuxième métier, c'est de développer le pouvoir d'agir de ces personnes. Comment? Par quelques outils, mais surtout par une posture qu'on appelle la posture du développement du pouvoir d'agir, qu'on a hérité de Yann Le Bossé, qui est un Québécois qui a énormément travaillé sur repenser le travail social pour qu'il soit vraiment au service des personnes et plus au service d'objectifs de politique publique. Tout simplement, on arrête de prescrire, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça, il faudrait faire comme ci, faire comme ça. C'est plutôt, qu'est-ce que vous voulez faire, de quoi vous vous sentez capable, vers quoi vous voulez aller.
Je pourrais en parler des heures parce que ça me passionne, mais j'ai peu de temps. Mais quand même quelques mots. Par exemple, j'étais très touché quand on disait donner accès, vous en parliez, Monsieur Giraud, donner accès aux autres, donner accès à l'emploi, etc. On a parlé beaucoup de il faut apprendre à pêcher plutôt que de donner un poisson. Ok, très bien. Mais si on n'a jamais accès au plan d'eau, si on n'a jamais accès à en fait, une canne à pêche, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est un exemple un peu couillon, hein, mais juste pour dire que en fait, y a d'autres choses à faire que simplement dire aux gens qu'ils ne sont pas capables et qu'il faudrait qu'ils fassent ça et qu'il faudrait qu'ils fassent ci. Mais non. Et l'inverse, c'est pas de dire que le système est pourri non plus. Il faut trouver cette juste alternative entre, il y a une voie, on fait un peu bouger l'entreprise, on fait un peu bouger l'État, et on fait bouger la personne, et puis d'un coup, tout se débloque. Et il y a plein d'exemples comme ça qui se sont passés de jeunes, de moins jeunes qu'on accompagne. Notre troisième métier, c'est d'impliquer l'entreprise, et c'est pour ça que j'étais heureux d'être invité à pitcher dans un panel où il y a des entreprises qui s'engagent. Nous, on a la chance d'avoir une centaine de chefs d'entreprise à Marseille qui ont décidé de nous donner du temps, 1 heure par an, une demi-journée par mois, ou ce qu'ils veulent, pour rencontrer, faire des entretiens blancs, venir passer juste un déjeuner complètement gratuit pour que les regards changent. Eux sur les personnes du quartier, nous, les personnes du quartier, sur l'entreprise. Le patron n'est pas un grand méchant loup qui me vire ou qui me donne pas de boulot. Vous faites un formidable travail psychologique autour de l'estime de soi, la connaissance de soi, pour rendre justement cette reconstruction personnelle durable. En fait, exactement, merci. Ouais. On s'est rendu compte que le travail de développement du pouvoir d'agir ne pouvait pas passer sans un travail de estime de soi, connaissance de soi. Donc on est allé s'inspirer auprès des Anglais qui avaient des super outils de développement du pouvoir d'agir, empowerment en anglais. Et donc on a un séminaire de 2 jours que je vous invite tous à vivre à Marseille. On n'aura peut-être pas les capacités de tous vous accueillir, mais c'est 2 jours géniaux, qu'on soit salarié ou pas, pour découvrir quelle est ma grandeur, qu'est-ce qui fait que je suis une personne admirable, quoi que je fasse. Formidable. On va être obligé. Il nous reste quelques temps quand même. Le deuxième temps, c'est quelles sont les croyances qui m'empêchent d'avancer. Pardon. Le 4e temps, c'est comment j'avance malgré des blessures. Quelle est la dimension du pardon et du let go dans ma vie. Et la 3e dimension, c'est quelle est mon ambition. Pas mon rêve qui sera inaccessible, mais qu'est-ce que je veux vraiment avoir. Voilà, merci de nous en avoir parlé parce que je trouve ça vraiment original et utile. Pendant qu'on prend... On va s'accorder 10-12 minutes pour prendre des questions. Pendant que je prends la première question, je vais repasser la parole pour une annonce. Oui, je me suis dit que c'était quand même le bon moment. Sachez qu'on recrute, donc vous êtes les bienvenus pour nous envoyer vos CV. Le mail, c'est dreamteam, comme une équipe de rêve, @fleurdici, fleur au pluriel d'ici.fr. Voilà, n'hésitez pas, on recherche tout type de profil, type chef de projet, commerciaux, tech, voilà. Super. Je crois qu'il y a une première question là. N'hésitez pas là. Essayez de faire une question courte pour qu'on en prenne le maximum, d'une part. Et si vous la posez à quelqu'un de particulier, je vous en prie. Alors, c'est une question pour Marie-Monique. Vous levez, je ne sais pas où vous êtes. Oui, bonjour. C'est une question pour Marie-Monique Robin. Moi, j'ai été très touchée par son film. Ça m'a aussi déclenché un engagement. Donc, aujourd'hui, je suis engagée auprès de chômeurs et je soutiens l'association. Et moi, j'ai été très touchée. Il y a un truc que j'ai trouvé extraordinaire, c'est de voir, parce qu'effectivement, ils créent leur propre emploi, c'est de voir un homme qui, au bout d'un moment, dit « Non, mais moi, j'en ai marre d'être toute la journée derrière un ordinateur. » Et donc, il décide d'aller faire les livraisons et de prendre le camion. Et donc, j'ai trouvé extraordinaire. Je voulais savoir comment ça se passait, ce côté, on change de job dans l'entreprise et comment ça s'est organisé et comment des entreprises plus classiques pourraient donner un autre job à quelqu'un qui en a marre d'être derrière un ordi et qui ferait bien autre chose. Ah oui, ça va tout à fait à l'encontre de la spécialisation. Vous savez, on est tous censés faire un boulot et un seul boulot. Dans l'entreprise à but d'emploi, comme ce sont de petits travaux utiles, petits pas parce qu'ils n'ont pas de sens, petits parce que c'est donc des missions ponctuelles qui complètent, c'est des travaux de niche, mais il y en a plein parce que comme les services publics sont en train de partir en vrille, etc., il y en a plein, les personnes. Donc la polyvalence est absolument importante dans l'entreprise. Chaque salarié a une activité qu'il aime faire, et d'ailleurs quand on fait un entretien avec lui, qu'est-ce que tu as fait avant, qu'est-ce que tu aimerais faire, il dit moi j'aimerais travailler, parce que c'est très important, ils choisissent leur temps de travail, ils peuvent changer tous les 3 mois,
c'est très important, hein. J'aurais travaillé à mi-temps, et puis j'aimerais faire ça. Mais la polyvalence, au début, qui a été vécue comme un peu... C'est tellement un changement de paradigme, quelque chose d'inquiétant. En fait, aujourd'hui, ils sont ravis. Donc celui dont vous parlez, il est extraordinaire, parce que lui, c'est le plus polyvalent de tous. 6 ans de chômage de longue durée, handicapé à cause d'un accident du travail non reconnu, qui à la fois s'occupe du tourisme dans l'entreprise, de l'informatique, du jardin, de la couture, parce qu'il est absolument polyvalent, ou alors le comptable, qui a perdu sa femme dans un accident de voiture et qui a fait une énorme dépression et se retrouve au chômage, qui est devenu comptable de l'entreprise, et bien il était chauffeur routier, il reprend le camion, et voilà. Et ça, c'est très intéressant aussi, parce que les avenirs, les boulots du futur sont d'abord, on fera jamais, dans l'avenir, on va jamais continuer à faire un seul travail, et puis surtout, on fera plusieurs métiers. Les jeunes aujourd'hui le savent, ils font un doctorat et en même temps ils font de la permaculture, et c'est ça l'avenir. Voilà. Merci. Donc, une question? Non. Pas vraiment des questions, mais je tenais à vous dire merci pour la qualité de vos interventions. Il y a des émotions qui viennent. Le terme inutilisable, je ne pouvais même pas m'imaginer qu'il était concevable quand on parlait d'un ancien travailleur. J'aurais aimé, plutôt le terme d'inutile, pardon. Je ne pouvais même pas concevoir. J'aurais aimé peut-être entendre le fait de parler de quelqu'un qui était inutilisable dans un système, dans une organisation à un instant donné, mais le terme inutile, je l'ai trouvé extrêmement violent. Pour moi, effectivement, tout homme avec un grand H a droit, de par ses connaissances et ses compétences, de travailler tel qu'il soit, et on est bien souvent dans le jugement avant même d'être objectivement dans du recrutement. Le sens du travail, j'ai beaucoup aimé votre intervention. Une DRH qui parle comme ça, on a envie de déposer un CV, de travailler dans votre organisation. Quand on voit comment vous motivez vos managers, je ne sais pas si c'est vrai dans tous les grands groupes, ni dans toutes les grandes entreprises. J'aurais souhaité aujourd'hui entendre parler peut-être de la définition du travail avant de parler du sens. Pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. On est aujourd'hui sur l'intergénérationnel. Et je pense qu'on n'a pas tous la même représentation du travail et par voie de conséquence le même sens du travail. Voilà. Pour monsieur, la femme, effectivement, peut apporter de la douceur sur certaines décisions, mais quand elle travaille dans un milieu industriel avec beaucoup d'hommes, elle peut être considérée comme étant un peu castratrice aussi. Je voulais vous le signifier pour le vivre un peu de temps en temps. Culture et éducation, ce sont 2 axes qui permettent de mettre en valeur le sens du travail. Vous n'avez pas parlé de la qualité de vie au travail, mais j'imagine que vous êtes porteur dans chacune de vos entreprises et du bien-être au travail. Et je finirai en disant qu'il y a quand même Henri Salvador qui disait que le travail est la santé, et Kaamelott qui disait « c'est pas faux ». Merci beaucoup. Est-ce que je veux bien prendre une question? Oui. Je ne sais pas qui est accessible avec... Je n'ai pas de préférence, donc... Bonjour. Bonjour. J'aimerais vous poser une question dont je connais peut-être la réponse, mais je préfère l'entendre de vous. Est-ce que si l'entreprise sensibilise ses salariés à leurs propres rêves, est-ce que dans ce cas, elle donne du sens? Qui a envie de répondre à cette jolie question? Si l'entreprise répond aux rêves de ses salariés, à ce moment-là, est-ce qu'elle leur donne du sens? Reposez la question. Si l'entreprise sensibilise ses salariés à leurs rêves, c'est-à-dire D'accord. Si l'entreprise sensibilise les salariés à leurs rêves. Pardon. Bon, que celui qui a compris la question. Donc, en gros, moi, ce que j'ai compris de la question, c'est est-ce que, en sensibilisant les employés d'une entreprise à leurs propres rêves, est-ce que c'est comme ça qu'on arrive à quelque chose de plus vertueux? C'est ça? Si ça donne du sens. Si ça donne du sens. Moi, comment dire? J'ai envie de dire, ça dépend quel salarié. Alors, c'est un terrain un peu glissant sur lequel je suis en train d'aller, mais... Justement, nous, le discours qu'on a essayé de tenir, c'est qu'une entreprise, elle est quand même tenue à de la performance économique. C'est quand même son objet. Il ne faut pas l'oublier. Et en fait, il faut pour ça que les gens soient bien alignés sur cet objectif-là.
dès le départ. Après, si le rêve peut être aligné avec cet objectif-là, bien sûr, dans ces cas-là, c'est formidable. Mais je pense qu'on est encore dans un monde où on part de trop loin, en fait, où les gens, quand ils ont des rêves, entre guillemets, souvent, ils sont un peu pas très incarnés ou pas très enracinés dans la réalité économique de la société. Et du coup, ça peut être très compliqué. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut être vigilant au fait que le rêve, il faut qu'il ait quand même une réalité, qu'il rencontre une réalité, quoi. Oui, il y a décidément des mots ou des questions qu'on ne veut pas entendre, hein, parce que ce n'était pas votre question, mademoiselle. Hein, et de même, le mot inutile, on ne veut pas l'entendre, je vois bien, c'est devant nous, mais ah non, 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 tout le monde est tout à fait utile. Mais évidemment, tout le monde est absolument utile, mais n'est pas forcément utilisé, voilà. Ce qui crée des problèmes pour ceux qui ne le sont pas. Bon. Votre question, c'est est-ce qu'une entreprise, c'est comme ça que j'ai compris, en tout cas la question, peut asservir ses employés au sens que l'entreprise donne à son existence, à son projet stratégique, etc. Et est-ce que ça donne sens pour les employés? Tout tient dans le mot asservir. Je veux dire, si c'est un asservissement, sûrement pas, mais nul n'est serf volontairement, a priori. Puis enfin, j'avais une troisième remarque sur les femmes. Oui, moi, mon expérience, c'est que les femmes n'apportent pas nécessairement de la douceur, mais en revanche, une chose alors absolument avérée, c'est que quand elles croient à quelque chose, elles vont jusqu'au bout. Ce qui n'est pas du tout le cas des hommes, ou beaucoup moins. Bon, écoutez, j'ai le temps d'une dernière question ou pas? Voilà, juste une question très rapide, une réponse très rapide. Et pendant ce temps-là, je voulais juste vous dire, parce que le rêve m'a fait penser au bonheur, et le bonheur m'a fait penser à un sondage très intéressant qui est paru ce matin dans Philonomiste sur l'entreprise est-elle responsable du bonheur des salariés, etc. Je vous laisse le découvrir, mais je voulais surtout vous citer cette revue en ligne qui est très intéressante, qui a été lancée par mon ami Fabrice de Philo Magazine, qui est par ici. Voilà. Posez votre question. Oui, vous m'entendez ? Très rapidement. Alors, bonjour à tous. Moi, je fais partie du groupe Leader. Vous voulez vous lever ? Oui, je suis ici. Je fais partie du groupe Leader. Je représente mon agence. Merci de l'accueil, que ce soit l'OCDE et vous-même pour la chose. Alors ça va être assez rapide. C'est concernant, on n'a pas parlé, on parle de progrès, progrès c'est une notion assez vaste. On n'a pas parlé d'intelligence artificielle. Et moi j'aimerais bien avoir l'opinion des RH ici présentes, et notamment aussi le point de vue de Generali là-dessus. Il y a aujourd'hui dans un pays comme la France où on a fait le choix de la conception plutôt que la production, etc. Et on a aussi pas mal parlé de précarité en général. Que vont devenir les métiers les moins qualifiés dans les années à venir? Quelle est votre vision des choses concernant l'intelligence artificielle? On sait aujourd'hui qu'il y a les caisses automatiques qui ont fait débat, avec notamment des flous juridiques dans l'actualité. Vous avez aussi les call centers, notamment sur ces métiers-là, qui vont être automatisés très certainement dans les prochaines années. La question est simple, quelle est la vision aujourd'hui des grands décideurs dans les entreprises et des RH concernant cet aspect-là qui me paraît tout à fait important dans une société comme la nôtre? Oui, il y a un chapitre là-dessus dans le bouquin Modis de Harari qui dit que c'est justement l'IA qui va plonger beaucoup de gens dans l'inutilité demain. Sylvie, vous vouliez répondre? Oui, alors moi je pense que je suis pas, j'ai pas de boule de cristal. Je pense que l'avenir, il y a quelqu'un qui disait l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Et c'est bien le rôle des RH que de le préparer. Alors oui, l'IA est en train de rentrer dans nos métiers. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de disparition des métiers. Par contre, il y a des transformations. Et donc, tout le rôle qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est de transformer ces métiers, de les anticiper, ces transformations, et de les accompagner. Et donc, ça, c'est un sujet. Moi, ce que je pense, dont je suis intimement convaincue, c'est que des ruptures technologiques, on en a vécu, et depuis les 100 dernières années, de nombreuses. Moi, quand je suis arrivée, je vais donner un exemple extrêmement basique, mais quand je suis arrivée sur le marché du travail, les premiers ordinateurs sont arrivés, et on disait, c'est la fin des secrétaires. C'est la fin. Il n'y en aura plus. Voilà. Quand on voit aujourd'hui le rôle des assistantes, alors il n'est plus du tout le même que celle des secrétaires,
mais il est toujours là. Et donc, moi, l'automatisation qui a touché nos usines, elle n'a pas supprimé les emplois. La mondialisation a eu plus d'impact sur les emplois en France que l'automatisation. En revanche, l'automatisation a apporté aussi, en termes de pénibilité, beaucoup de bien-être, en tous les cas, de suppression de pénibilité sur ces métiers-là. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant. On est en train de regarder peut-être un des sujets de l'IA, qui sera au-delà des emplois et de la façon dont il y aura des transformations, c'est plutôt de poser IA et éthique. Et je pense qu'on aura, en tant que DRH, quand on parlait de la culture, des valeurs, on aura une attention extrêmement... Enfin, je pense que ces sujets-là, dans l'avenir, seront peut-être... on aura peut-être allé... comment dire ils vont se poser à nous, peut-être. Voilà, je le pense. Mais... Ouais, enfin, on n'a pas aujourd'hui, on va se le dire. Alors, on est peut-être une entreprise un peu en retard. Mais enfin, l'IA est quand même pas hyper prégnante dans nos métiers non, pas aujourd'hui. Bon. Alors là, je suis désolé. Pardon, vous pouvez poursuivre le débat. C'est vrai que c'est un vrai sujet, une vraie interrogation. Est-ce que cette révolution numérique, elle est schumpeterienne et donc, on va dire, de destruction créatrice? Voilà. Où sont les créations d'emplois massives à part chez les GAFA? Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui ont participé. Je voudrais avant de les applaudir, je voudrais également qu'on applaudisse Jacques, Mylène et toute l'équipe qui a organisé ce Parlement, que je trouve formidable. Voilà. Merci à tous.